première session de présentation. Donc il va falloir faire la suite d'Elisa, bon courage. D'accord. Ça va être... On accueille Julien de Saint-Angèle qui nous vient de La Rochelle et qui va nous parler de couches sphériques. Voilà. Donc, moi je suis très curieux, donc je vais écouter avec grande attention et j'espère vous aussi, j'attends plein de questions. Voilà. Alors, bonjour à tous, voilà, je viens de La Rochelle, donc je vais vous présenter les couches denses et convenées sphériques par l'utilisation de l'algèbre géométrique conforme. Donc une petite explication pour le contexte. Donc en fait, on a un réseau de neurones classique avec les entrées et la sortie qui est basée sur le produit scalaire Wx, auquel on ajoute un biais. Et donc du coup, ça va nous permettre de partitionner l'espace par des hyperplans. Donc c'est ce qu'on fait usuellement à partir des neurones classiques de type dense. Et nous, en fait, nos travaux consistent à changer les hyperplans par des hypersphères. Avec une caractéristique particulière, c'est que les hyperplans vont être vus comme des cas particuliers des hypersphères. Donc c'est-à-dire des plans dont le centre est à l'infini et le rayon infini. Donc, on va commencer par voir un peu le cadre mathématique pour définir une représentation des objets qu'on va utiliser, donc les plans, les points et les sphères. Ensuite, on va arriver sur la définition des neurones qu'on appelle hypersphériques, que ce soit appliqué pour les neurones de type dense ou les neurones à filtre de convolution. Enfin, on va vous montrer quelques expériences qu'on a effectuées et les conclusions et perspectives. Donc du coup, pour commencer, en fait, on considère, on va déterminer un produit géométrique dans une algèbre géométrique. Donc pour ça, on considère dans un espace vectoriel, on considère un espace vectoriel muni d'une forme quadratique auquel on définit un produit qui doit vérifier la propriété donc pour un élément de l'espace vectoriel a carré égale QA, donc Q la forme quadratique. Et de ça, en fait, on va extraire les propriétés AB plus BA égale 2B de AB qui donc met en relation la forme bilinéaire associée, ce qui nous donne en fait une expression implicite du produit géométrique. Et le produit géométrique en fait peut être correspond à la somme de ce qu'on appelle le produit interne et le produit externe. Et ce qui nous intéresse pour nous en fait c'est uniquement le produit interne, donc c'est écrit AB égale 1/2 de AB plus BA. Donc le produit interne en fait pour des vecteurs correspond au produit scalaire. Alors du coup, maintenant on a décrit l'algèbre géométrique, on va passer en fait en algèbre géométrique conforme. Donc pour cela, on va ajouter en fait 2 dimensions à l'espace Rn. Donc on ajoute une base donc E plus E moins qui vérifie les propriétés entre parenthèses. Et donc ces éléments sont en somme directe. Donc on a la partie Rn et la partie R11 qui correspond à ce qu'on appelle en fait dans l'intérieur, enfin au plan de Minkowski. Mais pour des raisons de simplification d'écriture, en fait, on a repris, donc on n'utilise pas la base E plus E moins, mais on utilise la base E0 E infini, qui est décrite dans les travaux d'STNS. Et donc du coup, pourquoi on fait tout ça en fait parce que l'avantage, c'est que nous, on va utiliser les propriétés non linéaires, et donc du coup, là, le passage en algèbre géométrique conforme va nous permettre de définir les objets comme les sphères, les plans, ou les hypersphères, les hyperplans ou les hyperpoints comme des vecteurs en fait. Et donc du coup, ça va nous permettre également d'obtenir des calculs de géométrie euclidienne par des écritures algébriques, enfin par l'algèbre linéaire. Donc du coup, si on considère un vecteur x de Rn dans l'espace euclidien, on va avoir une formule de plongement. Donc du coup, on va avoir la partie, alors je ne sais pas si vous voyez ici, le x donc de Rn plus 1, donc dans l'espace conforme, il est en normal, tandis que le x de Rn est en gras ici. Et donc on a une partie avec E+, avec E infini et E0. Et donc du coup, on va pouvoir écrire en fait, si on considère 2 points donc de Rn, P et Q, la moitié de la distance au carré, en fait, dans l'espace au carré, ça va correspondre en fait dans l'espace conforme simplement au produit interne entre P et Q. Donc du coup, ce qui va se traduire en fait par calcul matriciel en un produit scalaire en fait.
Donc du coup, on va également représenter les sphères. Donc on part de la définition dans la représentation euclidienne d'une sphère qui est donc entre accolades. Et on va obtenir en fait notre sphère sous forme de vecteur qu'on a écrit ici. Donc S qui est égal à C plus 1 demi de la norme de C au carré moins ρ au carré plus, donc de E infini plus U0. Et avec C en fait qui correspond au centre de la sphère, donc qui est un élément de Rn. Si on considère donc des points de D, on fixe une dimension, une des deux dimensions, et on fait varier la deuxième entre moins 10 et 10, et qu'on effectue le produit interne avec une sphère de paramètres donc de centre 0, 0 et de rayon 5, on peut voir donc le profil du produit. Donc du coup, ce qui est de forme qui est quadratique. À ça, on va avoir également une contrainte de normalisation qu'on va prendre en compte dans l'initialisation des poids et également à chaque pas d'optimisation dans la descente de gradient. Et on peut également constater que, alors ça va nous servir pour les calculs, que la sphère peut être représentée par ces paramètres donc de rayon et de centre. Alors du coup, pour comparer, donc il existe dans les types de neurones de type dense, en fait, dans la littérature présentée par Bannerer des neurones. Donc du coup, la différence entre un neurone classique, c'est que notre sortie va être linéaire, tandis que notre sortie à gauche, qui représente la sortie donc issue du produit XS, va être donc, comme j'ai dit, quadratique et majorée par un demi de ρ carré. Ce qui n'est pas tandis que dans le cas classique, la sortie n'est pas majorée, n'est pas bornée. Souvent, d'ailleurs, derrière, on rajoute une fonction d'activation qui va casser la linéarité. Ce qu'on peut observer également, c'est que le produit, XS, donc quand les points sont à l'intérieur de la sphère, le produit est positif, et quand les points sont à l'extérieur de la sphère, je ne sais pas si... ouais, bon. Sont à l'extérieur de la sphère, donc le produit est positif, et négatif, pardon. Et donc pour le cas des hypersphères, on va avoir n plus 2 paramètres, et dans le cas classique, on a toujours n plus 1 paramètre. Donc en fait, pour les hypersphères, on a rajouté un paramètre en fait. Voilà, donc du coup pour l'implémentation matricielle, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de traduire le produit XS par calcul matriciel, puisque dans l'espace conforme, on est sur un produit interne. Alors pour ça, donc déjà les objets, comme je l'ai dit, on va pouvoir les représenter par forme de vecteurs. Donc l'équation 1 représente le vecteur d'un point, et l'équation 2 représente l'écriture vectorielle d'une sphère. Et donc du coup, pour l'écriture matricielle, en fait, ces éléments sont représentés par des vecteurs à n plus 2 composantes. Et on peut vérifier donc, que le produit en espace conforme XS correspond bien en calcul matriciel à la partie de droite de l'équation, dans lequel on ajoute en fait la matrice M qui va déterminer la façon dont les éléments de la base vont être multipliés entre eux. Donc là, en fait, on voit pour les premières dimensions. Pour les n premières dimensions, donc les produits IJ sont égaux à 1, quand I est différent de J. Et donc là, on a ici le produit... Ah mince, voilà. On a le produit donc E infini fois E0 et E0 fois E infini qui est égal à moins 1. Non, pardon, là on est... Oui, c'est en représentation. Oui. Je dis une bêtise, là on est resté sur le produit... Non, si, c'est bon, pardon. Alors, pardon. Donc du coup, donc, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est là la contribution de nos travaux par rapport à ce qui a été fait, c'est d'écrire en fait le produit de convolution dans cet espace conforme. Donc, comme ça, on peut voir la convolution comme une forme de produit scalaire local. Donc, en fait, si on a une image à 3 canaux, on va prendre en fait une partie de l'image qui correspond à la taille du filtre. Et donc, du coup, on va vectorialiser cette partie de l'image et on va concaténer pour chaque canot, donc chaque composante. Donc, du coup, on fait de même pour les filtres, en fait, qui vont correspondre. Et si on fait le produit scalaire, en fait, de ces deux éléments, on a un produit scalaire entre deux vecteurs de taille ddq, donc dd la taille du filtre, et q donc le nombre de composantes. Et donc du coup, on va pouvoir donc du coup calculer
que je vais... Donc du coup, on va avoir en fait une hypersphère qui va contenir en fait K filtres, qui va contenir les paramètres de Q filtres par composante. Et en fait, donc le produit donc, scalaire qui va être ici va nous donner en fait un élément va nous donner donc le produit de convolution d'un des éléments de sortie. Et donc du coup, l'ensemble des composantes de sortie va nous donner en fait le nombre de neurones hypersphériques qu'on va utiliser. En ce qui concerne l'utilisation des paramètres comme le padding, le strike, tout ça, en fait, notre convolution va s'utiliser de la même façon. Alors, là, on a fait le choix, en fait, parce qu'on voulait calquer en fait, le fonctionnement de la fonction conv2d qui est utilisée donc, dans la librairie TensorFlow. Et donc, du coup, on a fait le choix d'utiliser des filtres, d'utiliser en fait une sphère par composante, en fait. Parce qu'on aurait pu également prendre donc une sphère qui est donc constituée par composante en fait, de la partie concaténée de chaque couche, de chaque... comment on appelle ça déjà de chaque... donc notre image est constituée de 3 canaux, voilà, de chaque canot. Et donc du coup, on a concaténé les 3. Mais on aurait pu... et donc du coup, une sphère va être en fait la combinaison des 3, et donc passer en espace conforme. Mais on aurait pu également faire une sphère par canot, en fait. Mais nous, donc, comme je disais, on a fait le choix d'utiliser donc une sphère par image. Donc en fait, du point de vue de l'implémentation, le produit, en fait, on propose de le partager en 3 parties. Donc la partie qui va correspondre au produit scalaire des n premières composantes, qui va simplement être en fait du coup une convolution classique entre les filtres de convolution et l'image. À ça donc s'ajoute la partie qui va être le produit issu donc de la partie E infini de S et E infini de X et E0 de S. Et donc pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin de la norme au carré, donc on met simplement les coefficients au carré, et la convolution, on effectue en fait une convolution de filtre constant et de poids moins 1,5, qui va faire en fait directement la somme. Et après, on va également avoir le dernière partie, qui va correspondre donc au produit de la composante E0 de X et E infini de la sphère, où simplement on récupère la dernière coordonnée de la sphère, de l'hypersphère. Dans l'apprentissage, donc en fait pour l'instant, donc on a utilisé dans l'initialisation des variables la fonction glorotte, et on a fixé les rayons à 1 pour démarrer l'apprentissage. Et on a utilisé pour l'optimisation, on a utilisé la fonction de la dame. Alors maintenant, je vais passer en fait sur la partie expérimentale. Donc, on s'est basé sur un jeu très simple pour débuter et déjà avoir une idée de pouvoir valider nos modèles. Donc, en fait, on a fait un jeu de données qu'on a appelé Easy, où là, en fait, c'est plutôt facile parce que les données sont linéairement séparables. Donc là, il n'y a pas de souci de classification. Et on a fait un jeu de données où là, les données sont un peu plus difficiles puisqu'elles sont non linéairement séparables. Donc, on a à peu près 350 points pour Easy et 400 points pour Diff. Ce qui fait une différence, en fait, sur l'apprentissage, le rapport d'entraînement et de validation est de 2 tiers, 1 tiers, ce qui fait que sur la validation, donc en fait, 1% d'accuracy, ça représente quasiment en fait une erreur sur une image. Donc ça fait, voilà, c'est pas beaucoup. On a également fait des tests pour tester sur les réseaux donc nos convolutions, donc sur la base de données MNList, qui est donc une quantité donc sur 70 000 images écrites à la main. Pardon, ce sont des chiffres en fait manuscrits de 0 à 9. Donc on est sur un problème de classification à 10 classes. Donc c'est des petites images de 28 ou 28 pixels. Alors du coup, pour tester sur les premiers jeux de données, donc on a testé sur différentes architectures, donc soit 3, soit 2, soit 10 neurones par couche, avec différentes profondeurs, soit de 1 à 3 profondeurs.
Et on a également fait varier la présence ou non du relu ou la présence ou non d'une batch normalisation en amont. Et donc on a pu observer que effectivement donc les résultats sont plutôt similaires. On n'a pas une différence significative, ce à quoi on s'attendait, puisqu'en fait nous on n'augmente pas forcément la capacité de séparation des neurones. Mais par contre on voulait au moins valider le modèle pour voir que ça marche bien, qu'on n'ait pas quelque chose de pire. Et donc voilà, donc du coup, ce qu'on a appelé GeoPMC, ce sont les réseaux à neurones hypersphériques, et donc les PMC, donc les perceptrons multicouches classiques. Donc du coup, évidemment, on peut observer donc, les courbes d'apprentissage. On a l'accuracy, donc on n'a pas forcément noté quelque chose de particulier sur les accuracies. Par contre, sur les losses, quand on identifie, donc là, vous avez en fait en continu les parties des modèles entraînés par les neurones hypersphériques, et en pointillé les modèles entraînés par les neurones classiques. Donc, à quelques rares cas d'exception, comme pour la courbe en noir, donc en fait en général on a observé qu'on avait obtenu des losses qui convergeaient avec moins d'itérations sur des valeurs plus basses. Donc là on voit les deux courbes continues ici, donc qui correspondent au modèle hypersphérique, à neurones hypersphériques. L'avantage d'avoir utilisé en fait ce jeu de données qui est relativement simple aussi, c'est qu'on a voulu pouvoir exploiter en fait l'aspect visuel, une visualisation de nos sphères. Donc du coup, on a exploité ce qu'on a appelé donc les préimages, qui sont les bandes de niveau du produit scalaire. Donc en fait, ce que vous avez ici, là en fait, du coup, ça correspond à la partie où le produit scalaire est nul, quand vous avez le bord en fait de la bande ici. Et plus on s'approche vers le centre, plus en fait, donc on va vers la valeur 1,5 de rho carré. Et donc du coup, on peut voir les différents niveaux donc, du produit scalaire. Et alors la différence entre les deux modèles du dessus, c'est la profondeur. On s'aperçoit que donc du coup, quand on a une seule couche en profondeur, les bandes de niveau donc, correspondent à des sphères régulières. À noter par contre un point important, c'est que le centre des sphères ne correspond pas du tout au centre des clusters en fait. C'est-à-dire que là, si vous avez en fait le nuage de pont ici, vous allez prendre le centre ici de cluster, en fait ça ne correspond pas du tout au centre de la sphère qui va être beaucoup plus bas. Donc on peut également observer une différence sur les frontières de décision. Donc ça va être la zone dans laquelle en fait on va pouvoir classer un point qui va déterminer la classe auquel appartient le point. Donc sur les neurones classiques, en fait on a forcément donc, du coup, une combinaison linéaire d'hyperplans, donc on obtient des lignes brisées. Tandis que sur les modèles hypersphériques, en fait on obtient quelque chose de plus courbe, puisqu'on obtient en fait des combinaisons d'arcs de cercle. Et donc du coup, ce qui nous permet en fait d'avoir des trucs un peu plus nuancés. Là, on a une partie en fait, par exemple ici d'un point, qui se retrouve classée en fait, qui se retrouve bien classée dans la bonne partie en jaune. Voilà. Donc ça c'est. Donc du coup, on a testé les différents modèles donc sur la base de données MNList. Alors en fait, on a été confronté. Alors de même, on a testé avec différentes architectures. Le R en fait signifie donc qu'on a mis un relu, et le B signifie qu'on a, qu'on a fait une batch norm avant l'entrée du neurone. Donc en fait on s'aperçoit qu'il y a quelques données où en couche dense en fait on a un problème, donc on est à 10% d'accuracy. Ça veut dire qu'en fait on a un problème, on pense que c'est lié à un problème d'initialisation qui fait qu'en fait il n'y a pas de classification en fait. Le réseau indique toujours la même classe. Par contre, donc du coup, quand on passe en convolution, on est sauvé, on retrouve des valeurs raisonnables. Ce qui fait qu'en fait, on observe également que du coup, comme en réseau classique, quand on passe dans un réseau de neurones classique, quand on passe à un réseau de convolution, on augmente pas mal l'accuracy, et donc on obtient cette même progression en fait en hypersphérique. Donc voilà. Et donc du coup, pour conclure, ce qu'on a proposé, donc en fait, on a voulu donner un équivalent en hypersphérique des modèles de neurones type dense et conv2D. Donc en fait, on a utilisé l'algèbre linéaire, on a utilisé la représentation d'algèbre conforme
pour linéariser nos propriétés, ce qui nous a permis de faire les calculs et d'intégrer nos modèles de neurones dans les couches, dans les modèles classiques. Et donc du coup, on avait quand même observé que la contrainte de normalisation qui était amenée rallongeait un petit peu le temps de calcul, parce qu'en fait, en plus, elle est réutilisée à chaque itération d'optimisation. En termes de résultats, donc on a vu que pour des cas simples, on avait pu valider les modèles, que les résultats étaient similaires. Et donc effectivement que la fonction de perte converge un peu plus vite et atteigne des valeurs plus petites. Et donc du coup, on a également donc, observé des problèmes d'instabilité liés à l'initialisation. Et donc ce qui nous amène en fait aux perspectives suivantes, c'est que donc déjà en fait on va s'interroger un peu plus sur comment on pourrait mieux initialiser les données. Donc l'idée en fait c'est qu'on voudrait récupérer en fait par transfert learning les poids en fait d'un hyperplan après classement et en fait trouver l'hypersphère qui rapprocherait le plus de l'hyperplan donné, passer donc en hypersphère et récupérer ces poids pour les intégrer en valeur d'entrée pour le réseau de neurones. On voudrait tester donc, ces données à plus grande échelle. Donc là, pour la conférence, on n'avait pas le temps, mais on avait testé également sur CIFART, où on obtenait donc, une accuracy de 60%. Et donc en fait, du coup, comme on sait que ça marche du coup, donc pour les modèles de réseau classiques, donc, qui avaient déjà été définis par la littérature, et du coup, pour les modèles à convolution, à filtre de convolution, en fait, l'idée maintenant, c'est de pouvoir intégrer en fait, une architecture complète de type ResNet, Inception, VGG, et de pouvoir en fait appliquer avec des neurones hypersphériques tout type de modèles. Et dans les perspectives également, on voudrait pour la suite en fait définir une forme de détection d'anomalies. Alors le domaine est assez vaste, mais l'idée en fait ce serait que chaque point qui est à l'extérieur des hypersphères serait considéré comme une anomalie en fait. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de votre question. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Moi j'en ai une, c'est plutôt de la culture scientifique sur le domaine d'apprentissage profond. Quelle est l'idée, la motivation qui a poussé à étudier les hypersphères les hypersphères les hyperplans, il y a bien une intuition au départ. Ouais, en fait, on s'est basé après la lecture des articles sur les VP-Tree en fait. Donc du coup, on s'est dit que plutôt que, en fait, on s'est dit qu'on pourrait séparer donc l'espace, mais plutôt que de les séparer en fait de façon linéaire, on pourrait voir ce que ça donne en fait sur des fonctions qui ne sont pas linéaires en fait. Donc du coup, sur des sphères en fait. Oui. Alors, merci pour la présentation. Marie. Je voulais vous demander, vu que les neurones hypersphériques peuvent séparer des classes non linéaires, des éléments non linéaires, est-ce qu'à terme, ça ne pourra pas être utilisé pour avoir des modèles avec moins de couches, donc moins profonds, vu que le neuron non linéaire est pas sphérique, Ouais. peut déjà être non linéaire, il n'y a pas besoin d'avoir une confabulation de... Oui, je vois. En fait, d'accord. Alors, il y avait des cas où, quand j'ai fait expérimentalement, en fait, il y avait, donc, par exemple, sur des réseaux de neurones, je vais juste revenir sur les slides. Là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, parmi les réseaux de neurones qu'on a fait, on en a testé beaucoup plus, et je vous ai simplement représenté les 14 réseaux les plus performants. Mais comparativement, il y avait d'autres réseaux de neurones où, en fait, en cas classique, donc, il fallait plusieurs niveaux de couches, et en cas sphérique, en fait, il fallait un seul niveau suffisait, en fait. Parce que l'idée, du coup, c'est que oui, si on veut isoler, en fait, une partie de l'espace juste par rapport au reste, effectivement, en fait, on n'a pas besoin d'autant d'hyperplans. Une hypersphère suffirait, en fait. Oui. Aussi un peu dans la continuation de cette question-là, à la base, on a étudié les fonctions d'activation pour pas avoir donc notre réseau de neurones, ça va être une grosse fonction linéaire. Et là, du coup, avec les hypersphères, tu pourrais penser à des réseaux sans fonction d'activation. D'ailleurs,
vois, dans ton tableau, là, Oui, il y a 4e ligne, 3SF, il y a le carton au milieu, puis la 3e ligne qui a les rigoux. alors effectivement, c'est pas quelque chose que, parce que comme j'ai dit, avec le temps, je ne l'ai pas forcément développé. On se pose en fait, on a vu que l'activation du relu n'était pas forcément nécessaire. Et donc, du coup, c'est une question qu'on se pose. Quelle serait la fonction d'activation et est-ce que ça a un sens d'apporter une fonction d'activation dans les modèles hypersphériques, justement? Est-ce que du coup, dans ce cadre-là, désolé pour est-ce que du coup, dans ce cadre-là, tu penses que, on sait qu'il y a beaucoup de techniques d'interprétation des réseaux qui sont ralenties par le fait d'avoir des fonctions d'activation qui vont être non linéaires? Ouais. Est-ce que cela, c'est à explorer un peu que l'interprétation du réseau soit plus facile maintenant que tu as une non-linéarité que tu peux introduire? Oui, mais en fait, en revanche, le truc, c'est qu'on ne gagne pas forcément en temps parce qu'on a la contrainte qu'on impose. Et du coup, ça va rallonger en fait, un petit peu le temps de calcul. Donc, on peut gagner en fait si on enlève la fonction d'activation, mais on perd en fait sur le temps de calcul, sur donc la contrainte, l'imposition de la contrainte. Ah oui, non, je ne pas. Pour le calcul, pour l'interprétation des réseaux, c'est qu'on va faire, on va essayer de regarder quelle point d'entrée, quelle mesure d'entrée était la plus importante sur la classification. Souvent, on a pas mal de problèmes au niveau des linéarités, par exemple. Attends, excuse-moi, parce que j'ai mal entendu la question. On pourra parler après. Oui, d'accord. On va prendre une dernière question, si le prochain présentateur ou présentatrice peut se comprendre. Oui. Est-ce que tu as essayé de comparer avec les Regex Basis Functions Avec les RBF, je sais pas si tu connais. Oui, alors on avait regardé un peu l'étude des... alors on n'a pas comparé les modèles, hein, mais on avait regardé en littérature en quoi ça consistait. Nous, en fait, on voulait maintenir on a choisi l'algèbre conforme parce qu'on voulait garder le lien entre pour le fait que l'hyperplan était en fait vu comme un cas particulier de l'hypersphère. Oui. Donc du coup, mais on n'a pas comparé on n'a pas utilisé les bases de la fonction radiale ni les machines support vecteurs, parce qu'il existe aussi d'autres procédés pour linéariser justement. Voilà. Ok, on remercie. Ok, de rien.